Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. Et j'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Egault. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Alors cette semaine à Confluent, on reçoit l'historien et anthropologue Roland Viault, auteur de l'ouvrage Gens du fleuve, Gens de l'île, Hochelaga en Laurentie iroquoienne au 16e siècle, un livre paru chez Boréal. Alors Catherine, Roland Viault propose dans cet ouvrage rien de moins qu'une histoire autochtone de Montréal au 16e siècle. En effet, Mathieu, ce livre synthétise plus de 40 ans de recherche sur les sociétés iroquoiennes. Roland Viault a été chercheur consultant au Centre de recherche Urbanisation, Culture, Société de l'INRS durant 18 ans et il possède une expérience de 28 ans en enseignement au département d'anthropologie et à la faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal ainsi qu'à l'Université de Sherbrooke. Roland Viault est notamment l'auteur de Enfants du néant et mangeurs d'âmes, Guerre, culture et société en Iroquoisie ancienne et de Amerindia, essai d'ethno-histoire autochtone, deux ouvrages pour lesquels il a remporté le prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie essai en 1997 et en 2015 respectivement. Écoutons l'historien et anthropologue Roland Viault, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Roland Viault, bonjour. Bonjour. Alors, Roland Viault, vos recherches portent depuis 4 décennies sur les sociétés iroquoiennes. Votre plus récent livre, Gens du fleuve, Gens de l'île, porte plus particulièrement sur la présence iroquoienne au 16e siècle à Hochelaga, un lieu aujourd'hui connu sous le nom de Montréal. Ce sujet était déjà bien présent dans votre ouvrage précédent, Amerindia, livre paru en 2015 et pour lequel vous avez reçu le prix du gouverneur général. Alors, Roland Viault, quelle place tient votre livre, Gens du fleuve, Gens de l'île, dans votre parcours de chercheur? Je dirais que cet essai vient clore en quelque sorte mon dossier sur les Iroquoiens. Il m'a permis en quelque sorte de mieux redire ce que j'ai dit autrefois. Et mon livre propose de nouvelles pistes de recherche à explorer pour expliquer la disparition mystérieuse du peuple amérindien qui habitait la vallée du Saint-Laurent au temps ou au moment des premiers contacts avec les Européens. Et d'ailleurs, il y a plusieurs questions qui structurent votre plus récent ouvrage. En une de ces questions, qui est à la fois simple et complexe, se présente ainsi: qui étaient les occupants de l'île de Montréal à l'arrivée de Jacques Cartier? Qu'est-ce qui caractérisait, en fait, cette Laurentie iroquoienne sur laquelle vous réfléchissez depuis plus de 40 ans? Il s'agit d'un peuple que les archéologues et les historiens, je dis bien les archéologues et les historiens parce que les Mohawks et les Hurons Wendat ont une autre interprétation, mais il s'agit, en ce qui me concerne, et la plupart de mes collègues, d'un peuple que nous désignons depuis les années 1960 comme les Iroquoiens du Saint-Laurent. Soit un groupe qui appartenait à la grande famille linguistique iroquoienne du nord-est de l'Amérique du Nord et qui était, du moins à notre point de vue, distinct des Hurons-Wendat, entre autres, et des Iroquois. Ce peuple, entre autres, par sa production céramique, c'est-à-dire la forme des vases et les décorations particulièrement sophistiquées ou raffinées de la poterie, fait que c'est une poterie originale, distincte de celle des autres Iroquoiens. Ce peuple se différait également des autres groupes iroquoiens par sa langue propre, donc parlait une langue distincte, par son territoire d'occupation et d'exploitation bien délimité, c'est-à-dire la vallée du Saint-Laurent. On parle d'un territoire d'environ 600 kilomètres qui s'étendait, si on veut, là, de Tadoussac jusqu'à l'entrée du lac Ontario, jusqu'à Kingston.
Et également, on pourrait ajouter par son destin brisé suite au contact avec les Européens. D'ailleurs, on va y revenir sur cet aspect. Je me demandais, Roland Viault, quelle était la place des femmes dans l'organisation sociale des Iroquoiens du Saint-Laurent? Souvent, on va dire peut-être un peu rapidement qu'il s'agissait d'un système matriarcal. Hein? Je sais que c'est présenté comme ça dans plusieurs livres à l'étude au primaire et au secondaire. Est-ce que c'est juste de dire ça comme ça? Je nuancerais parce que tout porte à croire que les femmes occupaient une place honorée et influente. On ne saurait toutefois parler de matriarcat, mais d'une société, parce qu'un matriarcat, ça laisserait supposer que les femmes, comme groupe, détenaient l'ensemble des pouvoirs dans une société. Alors que on parle plutôt d'une société matrilinéaire où les femmes détenaient divers pouvoirs de fonction, d'autorité et de décision. Mais c'était finalement un partage équilibré là, de responsabilités mutuelles entre les sexes. Et on peut peut-être expliquer le fait que les femmes iroquoiennes détenaient une place honorée et influente, comme je le mentionnais, parce que la source de ces pouvoirs provenait, je dirais, du contrôle serré qu'elles exerçaient sur l'organisation économique des communautés de village. Elles géraient, ça c'est particulièrement important de le souligner, elles géraient leurs conditions de travail. Ah oui. Et en plus, elles avaient la mainmise sur la production, la distribution et la circulation des vivres. Alors, c'est vraiment le rôle économique des femmes qui leur permet de contrôler diverses sphères comme le social, le politique et le religieux. Donc, les hommes étaient un peu des porte-paroles, si je peux dire, dans ce contexte-là, les hommes iroquoiens. Ce qui est le cas des leaders, c'est-à-dire ceux qu'on appelle peut-être à tort leurs chefs, ceux qu'on appelle leurs chefs de clan, ne sont que les porte-paroles des maisons longues, des maisonnées et des clans qu'ils représentent. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui prennent la parole, mais ce qu'ils ont à dire en public, ça reflète l'opinion et les décisions qui ont été prises à l'intérieur des maisons longues. Et un élément qui m'a frappé en vous lisant, Roland Viault, c'est de constater à quel point dans les sociétés iroquoiennes, la place de l'enfant, même en entrevue, je vous ai entendu dire, les enfants étaient la principale richesse pour ces communautés. C'est vrai chez les Iroquoiens et c'est vrai aussi chez les peuples algonquins. Alors, c'est l'enfance, c'est particulièrement la ressource sur laquelle on mise pour assurer la continuité et la transmission, la pérennité des traditions. Et vous avez évoqué un peu plus tôt le rôle que jouaient les femmes sur le plan religieux, spirituel. Qu'est-ce qui était au cœur de la spiritualité des Iroquoiens du Saint-Laurent au 16e siècle? À ce niveau, les Iroquoiens du Saint-Laurent ne se démarquent pas, ne se distinguent pas par rapport aux autres groupes iroquoiens. C'est-à-dire qu'ils croyaient que l'humain était partie intégrante de la nature au même titre que les animaux, les végétaux et les minéraux. Et ils pensaient notamment que les autres règnes constituaient des êtres animés et donc qu'ils étaient susceptibles de réagir à la conduite humaine. Et d'où l'importance, je dirais, d'être à l'écoute de l'environnement et de ses exigences. On pourrait ajouter
aussi que les Iroquoiens croyaient qu'ils vivaient dans un monde d'apparence, gouverné par des forces invisibles et surnaturelles. Ces entités avaient des besoins et pouvaient les communiquer aux humains de différentes façons, entre autres par le médium du rêve. Et également, ils pouvaient compter sur des spécialistes, c'est-à-dire des chamans qui avaient l'habilité d'entrer en contact avec eux pour satisfaire à leurs demandes. Et on pouvait le faire moyennant des sacrifices animaux et des offrandes de tabac. Et en échange, en retour, ces forces surnaturelles dispensaient, si vous voulez, leur largesse aux humains. Et ces largesses, ça pouvait se traduire par la réussite d'une chasse, le succès d'une expédition commerciale, assurer la productivité des jardins ou encore la fécondité des femmes. Finalement, je dirais que prédominait aussi l'idée que la mort n'était pas une fin, mais un voyage qu'il convenait de préparer avec le plus grand soin. Aussi, l'idée suivant laquelle les vivants et les morts entretenaient des relations au quotidien. Oui. Alors, il faut voir que la mort naturelle n'existait pas. On ne l'interprétait pas en termes de phénomène biologique, mais plutôt on pensait en termes de belle mort, si vous voulez. Une belle mort, c'était mourir sur sa natte, gorgé d'années auprès des siens, donc mourir chez soi. Et les mauvaises morts, c'était des morts prématurées. Des accidents n'étaient pas interprétés comme étant des accidents, mais des sorts jetés par des ennemis. Une noyade ou quelqu'un qui est foudroyé, quelqu'un qui meurt suite à la chute inattendue d'un arbre. Alors ça, c'est des mauvaises morts et on se pose des questions et on les attribue à des ennemis qui ont sollicité des forces occultes, si on veut. Et je dirais que sur l'écran de la pensée religieuse, on peut dire que chez les Iroquoiens, les rapports que les vivants développaient avec les morts n'étaient qu'un duplicata des rapports que les vivants entretenaient entre eux. C'est-à-dire que le pays, dans l'au-delà, était un calque de ce qu'on peut appeler l'ici-bas. Si je vous suis, c'est entre autres la notion ou le concept d'âme, il était peut-être sûrement pas nommé comme tel ainsi, mais c'est comme si l'âme était increvable en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une dualité, et ça, c'est une croyance qu'on retrouve dans presque toutes, je dirais pas toutes, mais la plupart des sociétés humaines, c'est que l'individu est doté d'une enveloppe corporelle et d'une essence spirituelle. Et nous, ce qu'on appelle l'enveloppe corporelle, donc, va périr suite au décès de la personne et se décomposer. Donc, il y a à ce niveau-là un terme là, qui se produit, ce qui n'est pas le cas de l'essence spirituelle, que les Iroquoiens vont découper en deux, si on veut. Une qu'on pourrait appeler l'âme de la chair. L'âme de la chair, elle, va quitter éventuellement le corps après le décès. Et l'âme des eaux, elle, va demeurer avec la sépulture. Et l'âme de la chair qui quitte, elle, on s'en méfie. Alors, c'est important, dans le cas d'un proche, ça peut être plus facile, c'est important que cette âme, l'âme du défunt, quitte
comptant et définitivement le monde des vivants. Et si c'est un parent, ça va être plus facile. Mais si c'est un ennemi, là, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'on va entretenir toutes sortes de pratiques pour se prémunir contre les dangers que cette arme-là, dangereuse potentiellement, là, pourrait causer. Alors, et l'arme, on le sait, comme vous l'avez mentionné, elle est increvable, donc elle ne meurt pas. Alors, c'est important d'entretenir des bonnes relations avec nos proches et nos parents qui sont décédés. Et dans le cas des ennemis, surtout si on a provoqué leur fin prématuré, on doit se protéger. Entre autres, c'est la raison pour laquelle on va pratiquer le scalp, l'anthropophagie également. Et jusqu'à un certain point, même si ça reste une forme d'avilissement de la personne, la torture des prisonniers. Ah oui, okay. C'est dans ce contexte-là, c'est ça. On comprend mieux ces pratiques-là, là, dans le fond. En fait, on les comprend, on peut les expliquer, ce qui ne les justifie pas. C'est pas l'idée là, de justifier ces comportements culturels-là, mais de les expliquer là, à la lumière des croyances de ces sociétés. Voilà. Et Roland Viault, dans votre ouvrage Jean du Fleuve, Jean de l'Île, Hochelaga en Laurentie iroquoienne au 16e siècle, un livre paru chez Boréal récemment, je le rappelle, vous revenez sur l'impact majeur du troisième séjour de Jacques Cartier en 1541 en compagnie de Roberval. Pour vous, ce voyage est particulièrement important, notamment en raison de la présence sur les bateaux de Cartier et de Roberval de passagers clandestins, en tout cas vous les présentez ainsi. Expliquez-nous, Roland Viault, qui étaient ces passagers clandestins? En 1541-1543, avec Cartier et Roberval, on ne saurait réduire la présence française dans la vallée du Saint-Laurent à de simples voyages de découverte. En fait, on est passé des expéditions d'exploration à l'entreprise de colonisation. C'est-à-dire que on parle, dans le cas de Cartier, il s'agit de son troisième voyage au Canada, au Canada actuel. Et dans le cas de Roberval, qui arrive un petit peu plus tard, il ne peut pas partir, disons, en même temps que Cartier, il s'agit de son premier voyage. Mais si on regarde de près cette expédition, on constate que la flotte totalise 8 navires, 5 pour Cartier, 3 pour Roberval. Donc, Cartier quitte en 1541, il va rester ici jusqu'en 1542, alors que Roberval, lui, va quitter La Rochelle en 1542 et il va demeurer dans la vallée du Saint-Laurent jusqu'en 1543. Alors, ces 8 navires, ça sous-tend qu'entre la taille des navires pouvait varier à l'époque, mais quand même, entre 550 et 600 colons, militaires, marins, quelques femmes également et des enfants ont séjourné dans la vallée du Saint-Laurent au site du Cap-Rouge, donc en amont de la ville de Québec actuelle et du village iroquoien de Stadaconé. Donc, on séjourné 550 à 600 personnes d'origine française ont séjourné durant une période de 19 mois dans la vallée du Saint-Laurent et ont circulé à l'occasion sur le fleuve en amont et en aval et ont été au moins jusqu'à Hochelaga, c'est-à-dire jusqu'à Montréal. Alors, comme ces Européens viennent pour s'installer à demeure, c'est important de le préciser, on vient pour s'installer, on projette de le faire, de s'installer de façon permanente. Ils ont embarqué avec eux, au départ de Saint-Malo, dans le cas de Cartier, et de La Rochelle, dans le cas de Roberval, toute la basse-cour, c'est-à-dire tous les animaux que nos ancêtres ont domestiqués et qui étaient inconnus en Amérique. Et
là, on parle des canards, des poules, donc de la volaille. On parle du porc, on parle du mouton, on parle de la vache et du cheval. Or, on sait depuis maintenant au moins une vingtaine d'années, on sait que les principaux vecteurs ou porteurs de pathogènes, entre autres le virus de la variole, de la grippe et du rhume, qui ont été transmis aux humains, proviennent précisément de ces animaux de ferme qui ont été domestiqués par nos ancêtres durant le néolithique. Et ces maladies, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, étaient absentes en Amérique. Et contrairement aux Français, si vous me suivez bien, les Amérindiens, pas seulement les Iroquoiens, mais les Amérindiens, tous les Amérindiens, en fait, n'étaient pas immunisés contre ces maladies contagieuses d'origine européenne. Alors, on imagine le scénario probable et le résultat pour les Iroquoiens du Saint-Laurent, qui ont été les premiers autochtones du Canada, c'est important de le préciser, à entretenir des contacts, mais des contacts directs, c'est-à-dire constants et continus avec les nouveaux arrivants qui vont s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Et les Iroquoiens du Saint-Laurent, c'est comme les autres Iroquoiens, c'est important encore là de le mentionner, vivaient dans des villages semi-sédentaires qui pouvaient compter en quelques centaines à plus de 1500 à 1200 personnes regroupées donc dans des villages semi-sédentaires et vivaient dans des maisons longues, c'est-à-dire où on retrouvait au moins 40 et peut-être jusqu'à 50 et 60 personnes. Donc la proximité faisait en sorte que le contact continu avec les nouveaux arrivants et avec leurs animaux domestiques et le type de regroupement qui caractérisait les Iroquoiens, dont ceux du Saint-Laurent, faisait en sorte que les chances que des virus aient été transmis d'abord aux Iroquoiens de Stadacone, Québec, puis par la suite ceux d'Hochelaga, c'est-à-dire la région de Montréal, là, étaient très élevés. Et c'est l'hypothèse que j'ai avancée et que j'ai essayé de démontrer. La colonisation du Canada, en fait, ne commence pas au 17e siècle avec Samuel de Champlain, mais commence vraiment avec Cartier et Roberval. Parce que 550 à 600 personnes là, qui arrivent de France et qui s'installent au Cap-Rouge, c'est presque autant qu'il y a d'Iroquoiens qui habitent dans le village de Stadacone. Stadacone aurait regroupé 600 à 800 habitants. Et donc, la colonisation commence presque un siècle, au moins 60 ans plus tôt que ce qu'on peut dire le plus souvent dans les lignes d'histoire, et également la transmission des maladies. Alors, dans la majorité des lignes d'histoire, ce qu'on nous dit, c'est que les premières épidémies documentées aurait débuté en 1634, 1640 et aurait décimé largement les populations amérindiennes de la côte atlantique et de l'intérieur du continent. Ce que j'émets comme hypothèse dans mon livre, c'est que ça aurait commencé un siècle plus tôt, finalement, avec Cartier et Roberval, et les Iroquoiens du Saint-Laurent auraient été le premier peuple à en être victime, et éventuellement, ça va entraîner
disparition. Et Roland Villot, les origines autochtones de Montréal, elles font débat, et ça depuis plusieurs années. Et certaines formules de reconnaissance territoriale, notamment dans des formules qu'on entend souvent en ouverture de conférences ou d'activités publiques, parlent de Montréal comme d'un territoire non cédé. Quel regard l'historien et l'anthropologue que vous êtes pose sur cette question? En ce qui me concerne, j'estime qu'au 16e siècle, entre les séjours de Cartier et de Roberval, 1541-1543, pour le rappeler, et l'arrivée de Champlain, 1603, la vallée du Saint-Laurent, dont l'île de Montréal et l'archipel d'Hochelaga, en ce qui me concerne, est devenue une terre veuve. Et j'entends par une terre veuve un lieu vidé de ses habitants. Et je pense qu'un certain nombre d'Hochelaguiens, je dis bien d'Hochelaguiens, qui vivaient dans l'archipel de Montréal, peut-être 300 à 400 d'entre eux, je ne dis pas se sont réfugiés en Algonquini, et ça, on peut le documenter. Parmi les Algonquins de l'Outaouais. Par conséquent, si un groupe amérindien actuel est plus fondé que d'autres à soutenir une revendication territoriale actuellement sur l'île de Montréal et l'archipel d'Hochelaga, ce sont les Algonquins qui seraient les descendants de ces réfugiés devenus apatrides. C'est fascinant. On n'entend pas ça souvent, hein? Ce regard sur l'histoire autochtone de Montréal. Et en terminant, Roland Villot, vous avez déjà écrit, et c'est une phrase qui m'a frappé, « Les objets ne sont pas insignifiants, ils sont remplis de sens, il suffit de savoir les interroger. » Donc, Roland Villot, j'ai le goût de vous demander, est-ce qu'il y a un objet qui est particulièrement signifiant, un objet qui est une source d'information particulièrement loquace sur les sociétés iroquoiennes que vous étudiez depuis 40 ans? J'en ai choisi un. Oui. Que je vous ai fait parvenir. Une image, oui, qui frappe. Il s'agit assez saisissante, peut-être. Il s'agit d'un masque de la Société des faux visages. La Société des faux visages, c'est une confrérie secrète iroquoienne qui pratiquait des rituels de guérison avec ses officiants, c'est-à-dire ses chamans et ses participants, les danseurs, des chanteurs, qui étaient munis, entre autres, de hochets faits de carapaces de tortue. Et les membres des faux visages portaient des masques de bois sculptés dans le tronc d'un arbre. Et au moment de sa fabrication, il importait que l'arbre sélectionné survive au prélèvement de la pièce de son bois. Sinon, le masque n'aurait aucun pouvoir curatif, c'est-à-dire n'aurait pas la propriété, la faculté de guérir. Alors, si on décrit un peu les détails du masque que je vous ai fait parvenir et du masque que j'ai devant moi, d'abord, on remarque des cheveux noirs. Et anciennement, c'était la chevelure humaine. Et plus tard, ça va être du crin de cheval. C'est important de souligner que la chevelure, c'était le siège d'une source d'énergie vitale pour les Iroquois. Et comme on pensait que les cheveux continuaient à pousser après la mort, comme les ongles, alors les cheveux et les ongles, certaines cultures, certaines sociétés pensent qu'elles vont continuer de croître après la mort. Et on pense, dans le cas des Iroquois,
que la chevelure avait une sorte de vie autonome. Et la face du masque, elle est colorée de rouge. Et le rouge renvoie autant au sang qu'à la violence. Et les yeux sont faits de pièces de cuivre natif et sont exorbités et donnent un effet surréaliste. Les joues du visage sont globuleuses et elles veulent représenter en quelque sorte des enflures. Si on regarde le nez, alors le nez est relativement arqué et exagérément courbé vers la gauche. Et ça, c'est important pour la suite. Il vient accentuer, si vous voulez, la difformité du visage. Et la bouche, elle, est anormalement large et béante. Alors, le masque de la Société des faux visages, je pense que c'est un objet d'une grande beauté. Et il suscite, à mon point de vue, une question quant à son aspect symbolique et terrifiant. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Iroquoiens sculptaient-ils ces masques puissamment colorés aux formes tourmentées? Et je dirais qu'on peut faire l'hypothèse que les sculpteurs iroquoiens ont commencé à donner cette forme unique à ces masques après les premières épidémies. La variole, quand elle ne tue pas, elle laisse sa signature, c'est-à-dire des cicatrices qui dévisagent les victimes. Et on pourrait ajouter qu'en portant le masque, les membres de la Société des faux visages pensaient probablement ainsi conjurer la maladie en la déjouant ou en la simulant, si vous voulez. Effectivement, c'est un masque qui est porteur de beaucoup d'informations sur les sociétés iroquoiennes. Et d'ailleurs, on va rendre disponible l'image que vous nous avez partagée, Roland Viault, pour que les auditeurs et auditrices puissent admirer l'objet. Donc, Roland Viault, un grand merci pour cet entretien. C'est tout le temps qu'on avait. Vraiment, c'était passionnant, éclairant. Merci pour ce regard sur les sociétés iroquoiennes du 16e siècle et particulièrement sur la Laurentie iroquoienne au 16e siècle. Merci beaucoup, Roland Viault. Merci à vous de m'avoir invité. C'était l'historien et anthropologue Roland Viault au micro de Mathieu Lavigne. Il était question dans cet entretien de l'ouvrage Jean du Fleuve, Jean de l'Île, Hochelaga en Laurentie iroquoienne au XVIe siècle, un livre paru en septembre 2021 aux éditions du Boréal. Merci à Roland Viault pour ses réflexions éclairantes. Merci également à Daniel Fortin à la régie. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez réécouter le présent épisode ou encore découvrir les textes et autres ressources numériques qui sont déployés sur notre site web. Ici Catherine Ego. Ici Mathieu Lavigne. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.